Alors à propos d'élections, réécoutez ce que Nicolas Sarkozy disait donc quand il a appris tout à l'heure ce mauvais chiffre. Nous avons mis en œuvre en France une politique économique en dépit du bon sens. Au fond, l'économie française est aujourd'hui dans une situation d'urgence absolue et le changement de politique économique, c'est la seule alternative possible. Vous partagez, Nicolas Devenac? Écoutez, à la différence de ceux qui sont intervenus juste avant moi, je crois aussi que l'économie, c'est de la psychologie. Et que la déprime du marché de l'emploi est liée très précisément à la déprime française, à son déclinisme, à ce catastrophisme, à cet état psychologique et identitaire qui, au fond, nous abat. Alors c'est vrai que l'insécurité et le terrorisme aggravent ça, me semble-t-il. Ça fait pas doute. Je pense dans la tétanie au mois d'août. Non, mais je pense que la loi, en plus, les manifestations contre la loi El Khomri, on peut être joué. Mais je crois qu'on peut pas se limiter à ça. Et que ce qui est plus inquiétant pour l'avenir, c'est justement quel que soit le changement politique, parce que ce qu'on voit aussi dans les enquêtes d'opinion, c'est que personne n'est crédité d'une capacité politique à renverser la courbe du chômage, aussi bien la gauche, la droite. Macron, parce qu'il a cette fraîcheur angélique, mais enfin, que l'a-t-il fait quand il y était, voilà. Mais il nous explique aujourd'hui qu'il était empêché quand il était. Il nous explique aujourd'hui qu'il était empêché. Nicolas, non, mais il me semble que les gens essayent de croire un peu Macron, mais quand même, le niveau de crédibilité, autant, pardon, de ce constat, mais le Front National est crédité d'une capacité à intervenir sur la sécurité, ce qui est déjà incroyable. Mais en tout cas, gauche comme droite, parce que, je dirais, ils n'ont exercé aucune responsabilité. Je veux dire, le crédit, il est dans le vent. Là, vous fermez complètement le système à tout nouveau avec cet argument. En tout cas, ceux-là qui n'ont pas gouverné de grandes villes. C'est pas le sujet de ce soir. C'est pas le sujet. Allons-y. Mais je terminerai en disant, en tout cas, que c'est une assurance de ce que je pensais depuis un bout de temps, c'est qu'on n'en resterait pas aux questions identitaires dans la campagne électorale, qu'il allait bien falloir qu'on parle enfin du chômage, de l'économie, mais aussi de où on veut emmener la France, l'incarner, la réveiller et la réespérer, si j'ose dire. Comment faire diminuer le chômage? Parce que personne n'en parle. Permettez-moi quand même de faire remarquer malicieusement à Nicolas que c'est lui qui a introduit ce soir l'identité dans notre débat. Pour une fois, on va essayer de pas en parler. On a hésité de parler de Calais, mais on va pas dans le même sens que vous. J'apprends pas dans le même sens que vous. La psychose identitaire, c'était dans le même sens. Bon, peu importe. Mais c'était une malice. Je parlais de vous, vous avez la malice. Là où je suis un peu d'accord, c'est qu'il y a effectivement une déprime française qui fait que même quand ça repart un tout petit peu, dans les autres pays. Non mais certes. Il me semble, moi, que François Hollande avait le choix entre deux politiques économiques et qu'il n'a pas choisi. Et qu'il est en train de payer, peut-être d'une certaine façon, aussi le fait qu'il a perdu 2 ans à détricoter ce qu'avait fait Sarkozy avant de reprendre un peu le même type de politique. Mais d'un autre côté, il me semble aussi que le système mondialisé tel qu'il fonctionne, je sens que je vais énerver Laurence Parisot, mais je suis très l'économie mondialisée telle qu'elle fonctionne, si vous voulez, produit, ne s'accommode en quelque sorte du fait qu'un certain nombre de gens sont au chômage. J'invite les auditeurs et d'ailleurs et vous tous à lire le livre de Christophe Guilly sur ce sujet qui parle de la France périphérique. Et la France périphérique, c'est 60%, et c'est en grande partie les gens qui nous écoutent. Non mais c'est important. Et il explique assez bien comment le système économique mondialisé, c'est accommodé, quand même, je vais aller au bout, c'est accommodé, si vous voulez, du fait qu'une partie de la population est inutile. Nos systèmes vont là, on a des systèmes sociaux, etc. Mais dans le fond, ça fonctionne pas si mal comme ça. Laurence va me répondre. Oui, Elisabeth, sur ce point en particulier, je ne vois pas en quoi on pourrait accuser spécifiquement la mondialisation dans le cas du chômage en France, quand on voit que l'Allemagne, qui est aussi dans la mondialisation, a un taux de chômage inférieur à 5%, que le Royaume-Uni, qui est aussi dans la mondialisation... Si vous m'aviez laissé finir mon raisonnement, si on faisait pas ça, chômage à 5%. Excusez-moi, si on sort pas du système, effectivement, moi je pense que ce système est injuste, qui crée de l'inégalité. D'accord. Mais la mondialisation ne provoque pas systématiquement le chômage. Si on sort pas du... Non, je viens de vous le dire. Elle provoque systématiquement des inégalités. Et le taux de chômage allemand, je veux bien y revenir après, mais si on sort pas du système, à ce moment-là, peut-être que ce qui a marché un peu en Italie, effectivement, en Allemagne, etc., une politique de l'offre, baisse des charges, etc., pourrait marcher. Mais il lui manque maintenant les 2 ans qu'il a perdus à faire le... Alors, Laurence Parisot vous répond dans un instant, tout de suite après la publicité, si vous voulez bien. Je voulais dire qu'il y avait 2 options. 9h30 avec Nicolas Demenac, Christian Menanto, Elisabeth Lévy et vous, Laurence Parisot. Laurence Parisot, vivre en autarcie, le souhait d'Elisabeth Lévy. Ne me cherchez pas.
Je ne crois pas que ce soit une position aussi caricaturale que ça, que celle d'Elisabeth Lévy. Mais, merci Laurence. Mais ce n'est pas en érigeant des frontières qu'on fera baisser le chômage, c'est une évidence. La preuve, c'est ce que j'essayais de vous dire gentiment tout à l'heure. Vous avez plusieurs pays membres de l'Union européenne, et pas des moindres, qui vivent comme nous et qui ont des taux de chômage bien inférieurs aux nôtres. Laurence, alors, me permettre quand même de prononcer un mot, le mot d'industrie. Excusez-moi, l'Allemagne a une industrie. Je voudrais continuer mon raisonnement. Je voudrais continuer mon raisonnement. L'Angleterre a moins d'industrie que l'Allemagne et l'Angleterre a un taux de chômage inférieur à 5% aussi. Donc quel est le problème chez nous? Le problème est que depuis des années, nous développons des stratégies économiques qui zigzaguent. C'est un coup dans une direction, un coup dans une autre, et on manque de cohérence, on manque de logique. Là, le gouvernement vient avec beaucoup de difficultés de faire voter une loi, la loi travail, qui va certainement avoir un effet bénéfique sur l'emploi, parce qu'il dessert un certain nombre de contraintes pour les chefs d'entreprise. Mais il faut du temps, même beaucoup de temps, avant qu'une loi mise en œuvre puisse produire des effets. Alors vous avez souvent des effets contradictoires. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'à mon avis, le contraire, moi à mon avis, lui manque. Est-ce que vous croyez pas alors à ce moment-là que François Hollande, au lieu d'arriver de défaire la TVA sociale, c'est-à-dire de défaire ce qui allait dans ce sens, il y a une perte de temps qui est considérable. Il augmente les impôts. Exactement les 2 ans qui lui manquent maintenant. Et il lui faut effectivement beaucoup de temps aujourd'hui pour espérer que des effets bénéfiques soient pris. Que justement, il faut lui donner 2 ans de plus pour qu'il les récupère et donc qu'il y ait une forme de stabilité et que donc repartir pour 5 ans, c'est ça. On va être respectueux de la démocratie. Moi, je pensais plutôt qu'il avait aussi là éventuellement une occasion de passer la main à quelqu'un d'autre pour la gauche, puisque il l'a assez répété. Non, mais s'il faisait pas baisser le chômage, il se représenterait pas. L'exigence que nous devons avoir pour faire baisser le chômage, elle doit s'appliquer à tout le monde. Quand aujourd'hui, peut-être que je vais en avance sur le prochain sujet, mais quand aujourd'hui on limite la circulation dans Paris comme on le fait, il faut bien comprendre que c'est pour de nombreux commerçants, d'artisans, petites entreprises de la région Île-de-France, Vous ne pouvez pas vous plaindre d'un recul du tourisme et en même temps critiquer des mesures qui les favorisent. On y vient dans un instant sur la piétonisation. Moi sur Berge, ça va favoriser Nicolas, le tourisme. C'est justement la question de la priorisation des mesures. Et tout est une question de savoir à quel moment on veut faire quoi et pour quelle priorité. Ça, alors on va y venir dans un instant précisément. Pour terminer sur le chômage, est-ce que ça plombe la candidature de François Hollande, Christian Menanteau pour 2017 Encore faut-il qu'il se présente, mais est-ce que... on va pas hypothéquer sur les différentes candidatures, en tout cas je m'en sens pas capable maintenant, mais si. Non, du tout, je laisse ça à Nicolas. Mais il y a une seule certitude, c'est que je vous ai donné un tout petit chiffre tout à l'heure, qu'il faudrait vraiment garder. Il faut baisser le chômage de 25 000 par mois, simplement pour arriver au chiffre de l'UNEDIC et pour avoir, non pas un vrai bilan, parce que cette inversion de la courbe du chômage, je considère que c'est une ânerie innommable, probablement un moment d'inadvertance de la part du président. Oui, mais le président peut, comme nous tous, faire quelques âneries. Le président dirait des âneries parfois. Juste un mot, une décision de candidature, ça ne dépend pas d'un seul homme, ça dépend d'un climat, d'une atmosphère et notamment des socialistes qu'ils ont dans la tête. Et quand tout à l'heure son porte-parole du gouvernement disait ça fait mal, c'est que ça fait vraiment très mal. Ils s'attendaient véritablement à une embellie. Les socialistes que j'ai eu au téléphone, ils avaient le moral très bas, mais là ils l'avaient au-dessous de zéro, bien au-dessous. C'est pour ça que je dis que c'est une ampleur inquiétante. Ce qui montre quand même une déconnexion. Parce que ça, c'est qu'ils connaissent pas bien le pays. En juillet et en août, vous rencontriez beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, mais pas le Figaro ni le Point qui avait annoncé effectivement que ça allait très bien se passer. C'était la même. Allez, dans un instant, on parle, si vous voulez bien, de la piétonisation de la rive droite. On a 19h37 avec Elisabeth Lévy, Laurence Parisot, Christian Menanteau et Nicolas Domenac sur RTL. Chose promis, chose due. Donc au lendemain de la journée sans voiture, le Conseil de Paris a voté le projet de piétonisation des berges de la rive droite de la Seine. Le préfet de la ville a donné son accord, mais sous certaines conditions, notamment une mesure de l'impact sur la circulation. Quelques 43 000 véhicules empruntaient les bords de Seine chaque jour. Pour Anne Hidalgo, c'est une décision historique. La fin d'une autoroute urbaine. L'avis du préfet est que consultatif. Et pour vous, feu rouge ou feu vert à ce changement sur les réseaux sociaux, Benoît?
En effet, Anne Hidalgo se félicite de cette décision, mais Victor soupire illico. Quoi faire chier 2 millions d'automobilistes pour qu'un bobo puisse s'extasier d'avoir les quais pour lui tout seul? C'est ça la conception de Hidalgo. Oh, pauvres petits automobilistes, ricane-t-il là. Mais ce sont eux qui embêtent le monde tous les jours. Pourtant, il y a des bus et le métro à Paris que je sache. Camille, elle, parle carrément de destruction de notre ville. C'était une balade en elle-même, dit-elle, en voiture, mais une balade avec le reflet des lumières qui défilaient à vive allure sur l'eau. Alors à vive allure, elle n'a pas le droit. Vous pourrez toujours faire la balade à vélo, répond Logier en rigolant. Et les premiers résultats de la période d'essai montrent une nette diminution du trafic global traversant le centre-ville. Ça va donc bien sauver des vies. Bravo, Madame Hidalgo, pour votre courage face aux vues rétrogrades d'un autre âge de vos opposants, insiste Jules. Gab, lui, se dit, mais enfin, moi je suis de gauche, j'ai voté pour elle, mais à un moment donné, les gens travaillent et vivent. Tout n'est pas criminel dans la voiture. Je vois déjà ces quais servant uniquement de caution écologique et ça m'énerve. Pendant les 8 mois de froid et de pluie, ça va servir à quoi ces quais vides, demande-t-il. Le vélo n'est pas destiné qu'à se balader, même sous la pluie. C'est un moyen de transport très efficace, demandez aux Hollandais. C'est la même question ici chez nous à Bruxelles. Le centre des villes aux voitures, ça ne marche plus, lui répond Muriel pour finir. Christian Mananto, vous avez entendu ce matin, vous l'avez même croisé ici à Anne Hidalgo. Elle veut pas avoir des morts sur la conscience, elle l'a dit elle-même, c'est une décision politique majeure, quoi, dit-elle. On peut pas reprocher de vouloir la santé de ses administrés. Moi, je trouve que c'est formidable et il y a assez de gosses qui ont des problèmes pulmonaires dans Paris qu'on puisse se pencher sur ce dossier. La seule chose, c'est qu'il y a 2 ou 3 petits éléments intéressants dans ce dossier. 80% des déplacements parisiens sont des déplacements professionnels. C'est-à-dire que les gens viennent pas le nez au vent, la truffe en l'air, pour aller se balader simplement pour aller regarder si dans tel ou tel magasin c'est moins cher ici que là. Donc il y en a beaucoup qui bossent et c'est un chiffre de l'atelier parisien d'urbanisme. Donc c'est un chiffre qui émane en réalité de la mairie de Paris. Donc je pense que cette décision, sur le fond, personne ne peut la contester. Le problème, c'est la méthode et la façon dont elle a été impliquée. Enfin, la méthode, elle vous l'a dit ce matin, excusez-moi. Elle a dit que ça fait 15 ans qu'elle le dit et c'était dans son programme d'élection. Ça fait 15 ans qu'elle est maire. Mais oui, mais tout le monde dit, je l'ai dit avant, il faut le faire tout de suite. Mais d'accord. Vous aviez Delanoë avant, Christian. Mais il l'a pas fait, mon cher Nicolas. C'était la même politique. Et les couloirs de bus ont fait hurler de la même façon. Le tramway a fait hurler de la même façon. Tous les automobilistes, mais je les comprends. Ils ont une révolution à faire qui est très douloureuse parce qu'on a tous été tellement marqués par la bagnole. Tout à la bagnole, c'était notre instrument de liberté. Mais simplement, cette liberté, maintenant, c'est passé. Mais vous voulez nous rééduquer, en fait. C'est incroyable. Nicolas, c'est pas de ça dont je vous parle. Alors, terminez, Christian. La santé des enfants. Ce dont je vous parle, c'est que quand vous mettez quand vous prenez une décision d'une telle ampleur, c'est une décision majeure. C'est une artère, c'est pas une petite veine dans Paris. Donc, c'est une autoroute, comme elle dit. Oui, c'est une autoroute. Donc, ça a un volume, etc., économiquement, socialement, etc. Vous pouvez quand même, parallèlement ou juste avant, prévoir toute une série de solutions alternatives. Elles n'existent pas aujourd'hui. Moi, je crois que le problème de fond, c'est pas même plus Madame Hidalgo, c'est simplement le Grand Paris, c'est un Mikado. Il y a des petits maires et des petits roitelets partout. On n'arrive pas à avoir une politique de transport cohérente et ça devrait ne pas être dans les seules mains de Madame. C'est ce qu'elle dénonçait ce matin, justement, Anne Hidalgo, c'est que notamment la région n'aide pas à cette politique. Oui, non, mais la région a une autre politique. Si vous voulez, je peux vous en parler. Moi, je pense que Christian Menanto a largement raison. Il y a un enjeu de méthode. Parce que l'objectif ultime d'Anne Hidalgo, on ne peut qu'y souscrire. Je dirais même que c'est peut-être une des rares fois où une personne politique française de premier plan met en avant un objectif de santé publique. On a fait tellement d'erreurs en France depuis 20 ou 30 ans en matière de santé publique que là, au moins, c'est clair. Mais lancer cette mesure sans attendre qu'il y ait un double périphérique, qu'il y ait une grande voie circulaire qui permette d'éviter d'entrer dans Paris pour de nombreux habitants de la région parisienne qui, pour effectivement, principalement des raisons de travail, sont amenés à aller d'un lieu à un autre. Elle vous répond qu'elle n'a pas le temps d'attendre ça. Oui, mais écoutez... Parce que pendant ce temps-là, le compteur des morts tourne. Elle n'a peut-être pas le temps d'attendre. Elle n'a pas le temps d'attendre. Bien sûr, c'est à cause des morts. Bah voyez. Elle n'a pas le temps d'attendre. Si, Elisabeth, elle a raison là-dessus. Intéressez-vous à autre chose que les zones suburbaines, Elisabeth. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est intéressant de savoir les gens qui vivent dans les villes. Mais c'est extraordinaire. Le CO2
qu'on ingurgite, le CO2 qu'on ingurgite quand on est habitant d'une grande ville, c'est évidemment nuisible pour la santé. C'est facteur de cancer, Elisabeth Lévy. Il faut quand même dire les choses clairement. Non, ça n'existe pas. Mais il devrait y avoir Nicolas a déjà répondu avant moi, mais on peut répondre quand même. Il devrait y avoir simultanément un grand plan économique. Enfin, simultanément, moi je dis plutôt en avance, parce que je vois pas très bien comment on peut dire priorité à l'économie et à l'embauche et régler ce dossier de cette façon-là. C'est vraiment désastreux. Alors d'abord, je voudrais commencer par dire que je trouve ça incroyable d'interdire la circulation sur les voies sur berge, qui délestait bien entendu la circulation en surface. Je le redis pour nos auditeurs. Et samedi, par contre, personne n'a interdit que toute mon après-midi, il y avait des chars avec de la techno, des adolescents totalement défoncés tout l'après-midi. Ça, c'est un autre sujet, non, ça ne gêne personne. On revient sur savez caricaturer. Non, mais je savais que j'allais. Non, je ne caricature pas. J'habite dans le centre de Paris. J'habite dans le centre de Paris, c'est tout le temps, d'accord? Quand c'est pas la technoparade, c'est le concert sur la place de Lozère. D'accord. Maintenant, je vais vous dire un truc. C'est vous qui devriez aller habiter en Lozère, parce qu'il y a un truc, il y a une différence entre la ville et la campagne. Ça vous fait marrer. Je sais, vous avez jamais lu Philippe Muret, je sais, mais non, mais j'ai vécu en Haute-Saône pendant 20 ans. Il y a une différence entre la ville et la campagne. C'est les voitures. C'est les voitures, d'accord? Et moi, je ne veux pas. Je pense qu'une ville, c'est fait pour travailler, d'accord? Il peut y avoir des quartiers piétons, il y en a plein. Ils sont plus ou moins réussis, avec plus ou moins de cracheurs de feu, plus ou moins d'ambiance, mais très bien. Mais c'est pas que ça, Elisabeth. Attendez, les axes de circulation dans une ville, d'accord, ne sont pas faits simplement pour le plaisir des gens. Ces voies sur berge. Je suis d'accord, il y a un enjeu d'activité économique majeur. Il y a une idéologie. Cette idéologie anti-bagnole, c'est une idéologie anti-pauvre. Ces histoires de voies sur berge, c'est comme l'interdiction des vieilles bagnoles à Paris, d'accord? C'est les gens que Nicolas a appelés les suburbains tout à l'heure et que j'appelle les banlieusards, qui se servent de leur bagnole pour venir à Paris, qui ont besoin pour travailler. Alors, Nicolas, vous pouvez dire non, j'ai pas fini cette il faudrait. Non, mais c'est incroyable. Il faudrait, parce qu'il y a un autre sujet derrière. Donc Nicolas va pouvoir vous répondre. Je veux dire, on peut pas faire l'impasse quand même, aussi bien Laurence que Elisabeth, des transports alternatifs qui ont commencé d'éclore depuis quelques années et qui présentent au fond, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre la voiture, des systèmes de transport intéressants. Mais il n'y en a pas assez alors. Je suis d'accord. N'empêche que le covoiturage, ça existe. Les autolibres, les voitures. Vous ne faites pas du covoiturage quand vous travaillez. Mais la liberté d'aller dans sa voiture existe aussi. Votre liberté, elle ne s'exerce pas aux dépens de la santé. Je n'en ai pas besoin, mon cher Nicolas. Moi, je n'en ai pas besoin. Elle est intacte, la liberté d'utiliser sa voiture. Non, elle n'est pas intacte. Elle n'est pas du tout intacte pour les gens, si vous voulez, qui ont besoin de leur voiture vraiment pour travailler. Ils vont laisser leur bagnole à un métro. Arrêtons cette idéologie d'une espèce de ville, si vous voulez, qui serait transformée maintenant en campagne. C'est ça votre truc. Enfin, on n'y est pas, Elisabeth. Mais non, mais en plus, vous savez très bien qu'il y a eu une étude. Il y a eu une étude qui a montré que le fait que toute la circulation soit repoussée vers le haut, je veux dire, aller créer plus de pollution. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rencontré le maire du 4, Christophe Girard, que j'aime beaucoup par ailleurs. C'est quelqu'un qui débat de tout. Il me dit, Elisabeth, vous êtes trop réactionnaire. Je rentre de Corée et là-bas, ça a très bien marché. Oh bah très bien, adoptons. La société coréenne est assez coercitive. Adoptons donc son système éducatif en prime. Au moins, Corée ça servira. du Sud, je pense. C'est la Corée du Sud, je pense. C'était pas la Corée du Nord dont il parlait. La Corée du Sud. La Corée du Sud. C'est un système relativement coercitif. S'il n'y a plus de voitures aussi bien à Oslo, Elisabeth. Moi, j'aurais préféré que les choses se passent d'une manière plus progressive. Et que sur les 2 prochaines années, les choses s'organisent, je dirais, en bonne entente entre les acteurs économiques et les élus de la région et de la ville. Allez, dans un instant, un dernier mot si vous voulez bien.